Bonjour à tous, bienvenue sur Coopar Média. Aujourd'hui, c'est Madame Mélina Seymour qui nous reçoit dans ses bureaux. Bonjour Mélina. Bonjour Rosine. Merci Mélina. Avec Mélina, nous allons parler de sa vie professionnelle, de sa vie associative, de sa vie familiale, mais surtout du vivre ensemble. Vous savez, Mélina, elle est auteure, elle est entrepreneur sociale, elle est la coordonnatrice du mois de l'histoire des Noirs, édition février 2020 en Afrique. Mélina va nous raconter ce qui l'inspire, ce qui la motive et ce qui la stimule. Rebonjour Mélina. Merci beaucoup, merci. En fait, vous êtes les bienvenus à Africa Mondo. Merci Mélina. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter en quelques lignes, s'il te plaît. Je suis donc Mélina Seymour, je viens de la Guadeloupe, des Antilles françaises, au cœur de l'Amérique centrale. Donc je suis caribéenne, antillaise, française, européenne et je revendique cette africanité. Et je suis arrivé ici en 2017 où j'ai été chargé de coopération institutionnelle. Ça a été une très très belle expérience et on va vivre de belles aventures. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors Mélina, tu es née en Guadeloupe, de parents guadeloupéens. Est-ce que tu pourrais nous parler un tout petit peu de ton enfance, de ta vie familiale? J'ai eu une enfance, je suis la dernière d'une fratrie de 4, oui. Avec maman et papa, originaire de la ville du Moule en Guadeloupe, située en Grande Terre. J'ai eu une enfance heureuse, un peu gâtée aussi, puisque j'étais la dernière, mais très vite je me suis engagé dans le sport et puis c'était un peu compliqué puisque je suis originaire de la campagne et le transport chez nous à l'époque n'était pas si développé en campagne. Jusqu'à maintenant, bon, ça va un peu mieux, on va dire ça, mais ça reste quand même compliqué d'aller avec les transports en commun, de sortir de la campagne pour aller dans la ville, même si ça a beaucoup changé. Et dans mon quartier, donc il y avait une radio associative et mon frère y était déjà. Donc j'ai très vite, à l'âge de l'adolescence, je me suis inspiré de mon frère, donc j'ai commencé à animer à l'âge de 15 ans et demi, une fois que ma troisième était terminée, pour enclencher la seconde au lycée professionnel Louis Delgrès. J'ai commencé donc la radio à 15 ans et demi, c'était une très très belle aventure et puis après ça a été la télévision Guadeloupe où j'étais rédactrice en chef, etc. etc. Mais ce fut une belle enfance et une belle adolescence. Tout à fait, tout à fait. Vous commencez la vie associative à 15 ans et demi, vous le disiez vous-même. Oui, vous suivez votre frère, mais à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que vous décidiez de suivre cette voie-là? J'ai été inspiré par plusieurs personnes, on est toujours inspiré, hein. Donc il y avait aussi une jeune chanteuse dans mon quartier et une fois je l'ai vue à la télévision dans une chaîne locale en Guadeloupe. Je me suis dit un jour je serai assise dans ce fauteuil là mais c'est moi qui vais animer et donc j'étais passionné par ça et je me suis dit que justement je suis guidé par cette représentation qu'on peut avoir de la jeunesse qui souvent dévalorisée, ou quand on parle de la jeunesse ou des jeunes plutôt dans les médias, c'est toujours pour dire que le jeune a fait quelque chose de répréhensible ou quelque chose comme ça. Moi je voulais effectivement montrer une vision positive de la jeunesse et c'est pour ça que je me suis impliqué. Je me suis dit que le média de toute façon c'est un troisième ou quatrième pouvoir, ça dépend où on se situe et en étant dans les médias on peut accéder aux personnalités, à ceux qui dirigent effectivement le monde. Et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. J'ai crescendo pu avoir contact avec énormément de personnalités politiques, économiques, donc défendre cette jeunesse autant que je pouvais. Oui. Mais chaque année, les problématiques sont les mêmes. On a l'impression que ce que j'ai fait comme initiative il y a 20 ans, ben, ça recommence chaque année avec d'autres acteurs. Donc on a l'impression que c'est une répétition et que les choses ne change pas vraiment, en tout cas ne s'améliore pas vraiment, donc c'est toujours un travail à refaire. Oui. Donc la communication, le journalisme, oui, autodidacte, et puis après j'ai poursuivi à l'université d'Amiens en France pour me perfectionner, mais j'ai toujours considéré que nous avons un rôle à jouer, et plus encore aujourd'hui, nous les femmes. Tout à fait, tout à fait. Alors vous êtes auteur, vous avez 2 livres à votre actif, il y a un autre qui va paraître bientôt. Et quand l'Afrique appelle ses enfants afro-caribéens. Pourquoi ce titre? Qu'est-ce qui vous motive à vous lancer dans l'écriture de ce livre? Alors j'ai 3 livres et c'est le 4e en fait. Quand l'Afrique appelle ses enfants afro-caribéens, afro-descendants, qui va sortir en janvier, un peu avant le mois de l'histoire des Noirs. Oui.
Pourquoi ce titre? Oui. Cet intitulé, c'est parce qu'en fait, en étant ici, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fallu que je sois hors de ma Guadeloupe natale, Oui. hors de la France, du contexte français, arrivé ici pour être frappé par son africanité. Je crois que cette décennie-là, il se passe quelque chose. Les Antillais que j'ai pu rencontrer, tous vraiment disaient qu'ils étaient comme appelés par leurs origines. C'est comme quelque chose de spirituel, tu peux pas vraiment expliquer ça. Et même l'engagement que j'ai depuis 2017 en Afrique ne s'explique pas vraiment. En réalité, c'est vrai que j'ai toujours voulu être utile et c'est clair qu'en Afrique on est utile parce que une petite action prend des proportions énormes parce qu'il y a tellement d'attentes, qu'il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi j'ai le sentiment, et je suis frappé par ça, pourquoi je suis inspiré par ça, j'ai vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose durant cette décennie. C'est peut-être pas pour rien que c'est la décennie internationale des personnes afro-descendantes, Oui. déclarée par l'ONU, parce que je pense fondamentalement que nous avons besoin d'un retour aux sources. Et que les Caribéens que nous sommes, les Antillais que nous sommes, nous avons aussi notre part de contribution à donner pour le développement de l'Afrique. Alors, Mélina, vous vous intéressez particulièrement à la jeunesse, aux enfants et aux femmes. Pourquoi on ne retrouve pas, je ne dis pas que vous n'aimez pas les hommes, c'est pas ça que je dis, mais Ouais. dans votre œuvre, dans vos ouvrages, on retrouve plus cette thématique-là. Ben parce que c'est mon cheval de bataille, ça a Oui. été effectivement les jeunes, c'est tout tracé, ce que je fais par rapport au RIGEF, le réseau international des jeunes leaders francophones, créé en 2017 ici, Oui. où très vite on s'est retrouvé dans 18 pays d'Afrique francophone, Oui. très implanté aussi au Bénin, parce que ça a été l'une des équipes la plus dynamique, le Cameroun également, à Yaoundé, à Douala particulièrement, les jeunes sont hyper dynamiques et on a créé effectivement quelque chose d'assez fort. On s'est rencontrés l'année dernière quand je suis parti au Togo et au Bénin. Ce sont de belles rencontres. Pourquoi cette thématique? Parce que ça veut dire que bon, chacun a ses combats, j'ai envie de dire, chacun mène ses batailles. D'autres c'est pour les enfants handicapés, d'autres c'est pour, enfin bref, chacun a ses batailles. Et moi, effectivement, ma bataille à moi, c'est de toujours valoriser cette jeunesse qui a un potentiel. On dit que la jeunesse, c'est l'avenir de tout pays et pourtant c'est à la fois une espérance, un espoir. Quand il faut partir à la guerre, quand il faut partir au combat, on mise sur la jeunesse, chaque pays, chaque État, et en même temps cette même jeunesse est considérée comme une source de problème parce qu'on ne voit pas les solutions que l'on peut leur apporter. Oui. Quand vous écrivez votre livre Jeunes d'outre-mer, cas de la Guadeloupe, oui. Pourquoi le cas de la Guadeloupe? Parce que vous êtes né en Guadeloupe? Oui, tout à fait. C'était vraiment dans un contexte guadeloupéen Oui. Et en même temps dans un contexte entre guillemets ultramarin, puisque nous sommes effectivement des départements et régions d'outre-mer. Oui. Et donc du coup, j'ai pris le cas de la Guadeloupe comme je prendrai prochainement quand j'écrirai un livre, par exemple, le cas de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, etc. Oui. etc. Ok. Voilà. Donc, en gros, est-ce que Mélina Seymour, c'est une féministe? Oui, je crois que vous aussi, vous l'êtes, hein, quelque part. On est tous un peu féministes. Hein. Si féministe, effectivement, ça signifie se battre pour ses convictions, le respect de la femme, que la femme puisse prendre sa place de façon pleine et entière dans la société. Oui, why not? Oui, oui. Alors, Mélina Seymour, vous avez un magazine, Africa Mondo. Oui. Et il y a des fonds qui sont justement alloués aux femmes au Bénin pour développer leur business. Oui. Vous êtes une femme d'affaires? Non, je ne vais pas dire ça. Ou si je suis une très mauvaise femme d'affaires parce que j'ai déjà eu effectivement à créer des entreprises purement commerciales et ça n'a pas été un succès. Il faut pouvoir se l'avouer aussi parce qu'on a beaucoup de choses à apprendre et je crois que j'ai vraiment une fibre plutôt sociale plus qu'autre chose. Et femme d'affaires, non, je suis quelqu'un qui vraiment avec cette fibre-là, être une vraie entrepreneur sociale, celle qui investit et celle qui croit en l'humain. Et donc à partir de ce moment-là, ce qu'on fait, c'est vraiment pour aider, au-delà de dire, bon voilà, on va créer quelque chose, on peut gagner des millions et c'est ce qu'on souhaite évidemment, mais ça part d'une valeur humaine, ça part d'une racine profonde qui est celle de valoriser l'humain, en l'occurrence ce sont les femmes, pour qu'elles puissent être plus autonomes financièrement, qu'elles puissent être fières d'elles, qu'elles puissent pouvoir vivre de leur travail. Et c'est une petite contribution. Tout à fait, tout à fait. Mélina, c'est toi la créatrice du concours international des femmes noires inspirantes. Oui. Le Bénin était à l'honneur à l'Université Laval cette année. L'année prochaine, c'est au Bénin que ça va se passer. Pourquoi le Bénin?
C'est un coup de cœur, ça s'explique pas. C'est ce que je disais tout à l'heure en première partie d'émission. Je suis donc de la Guadeloupe, la porte de non-retour. J'ai le sentiment, c'est des choses qui s'expliquent pas, comme si effectivement les ancêtres étaient là-bas. Ils auraient pu être au Cameroun, hein, les ancêtres. Oui, c'est vrai, ils auraient pu être au Cameroun, sauf que c'est vrai que pour l'histoire, c'est vraiment pour nous les Antillais, la Caraïbe, c'est la Côte d'Ivoire, le Togo, enfin le Sénégal, etc. Oui. Le Bénin également. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on tombe aussi sur une bonne équipe, oui. On a envie effectivement de se donner pour pouvoir réussir quelque chose ensemble. Oui. Et donc, le Bénin, étant donné que l'ONG Africamundo Bénin existe même avant Africamundo ici au Canada. Okay. Donc Africamundo a pris naissance dans la cité Lacuste, cité pauvre du Bénin, même si on l'appelle la Venise de l'Afrique. C'est vrai que c'est un super site, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de misère là-bas. Oui. Et j'avais rencontré avec Barthélémy Ounsou, un jeune fils de la localité, des femmes motivées, oui. qui ne demandent pas l'aumône, qui ont juste besoin qu'on puisse les valoriser, oui. et qu'on puisse les prendre en considération. Donc le Bénin, c'était normal, effectivement, de pouvoir mettre ce pays à l'honneur. Le concours international des femmes noires inspirantes m'a surpris agréablement, puisqu'on a eu, ça, peut-être que c'est pas beaucoup, mais on a eu 27 candidatures pour quelque chose qui s'est préparé, effectivement, dans les conditions que ça s'est préparé. Mais on a eu des candidatures qui venaient des États-Unis, de l'île Maurice, du Cameroun, du Sénégal, enfin bref, de partout. Et on était vraiment très satisfaits de ça. Donc, le concours Femmes Noires Inspirantes que j'ai créé avec Africamundo est international. Oui. Ça, c'est une chose. Et en plus, il est itinérant. Donc, c'est innovant. Ce que j'ai fait également, c'est que, en tant que présidente d'Africamundo et du concours, il y avait donc 3 lauréates d'Afrique de l'Ouest qui ont été donc primées, mais qui n'ont pas pu venir, faute de visa. Vous savez quelles sont les problématiques, et puis faute de temps aussi, mais c'est surtout aussi une question de visa. Je suis parti 3-4 jours après le concours, et on a fait une cérémonie aussi pour pouvoir leur remettre leur prix. Donc c'est innovant, et on s'est dit qu'il faut effectivement créer toujours une patte innovante. C'est bien, Québec, c'est parti de là, mais nous allons effectivement au Bénin. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de concours où effectivement les organisateurs partent comme ça à la rencontre de ceux qui n'ont pas pu venir physiquement. Et c'était une belle première. Vraiment, ça a été apprécié. Tout à fait. Voilà, donc pourquoi le Bénin? Donc l'année prochaine, oui, la 2e édition se déroulera le 29 février. Oui. Je dis Cotonou, mais ce sera aussi particulier quand les gens vont vraiment découvrir où ça va se passer. Oui. Ça va se passer au Bénin, dans la zone de Cotonou. Et c'est le 29 février. On a déjà plein de personnes qui nous demandent est-ce que les candidatures s'ouvrent bientôt. Oui, c'est le 15 octobre. Et ça va être aussi quelque chose de magique. Et on espère que toutes les femmes inspirantes, en tout cas la majorité des femmes inspirantes qui peuplent ce continent africain, pourront postuler. Et c'est la Caraïbe qui est à l'honneur. Donc on espère avoir plein de candidatures aussi de Caribéennes inspirantes. Tout à fait, tout à fait. Il y a aussi le mois de l'histoire du noir. Absolument. C'est une autre casquette que vous portez. Voilà, merci Comment beaucoup. Ça se passe déjà, l'organisation, parce que vous partez bientôt pour ça. Effectivement. On peut le dire en public maintenant. Oui, oui. Non, comment ça se passe? C'est extraordinaire. Merci beaucoup de me permettre d'en parler vraiment, Rosine, parce qu'en fait, le mois de l'histoire des Noirs n'a jamais été réalisé comme nous sommes en train de le faire. Bien sûr, chaque fois qu'il y a une ambassade dans un pays d'Afrique, une ambassade américaine dans un pays d'Afrique, l'ambassade américaine dans le pays quelconque, effectivement, dans le pays en question plutôt, observe une activité dans le cadre du mois. Sauf que là, on déplace, on fait en sorte que cet événement, cette commémoration qui va avoir 50 ans l'année prochaine, ici au Québec, on approche la 30e édition également. Voilà, même si ça a été voté en 1995, ça avait déjà commencé bien avant, en tout cas par la table ronde à Montréal qui fait un travail extraordinaire aussi. Et puis aujourd'hui, la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs dans la ville de Québec, à laquelle j'appartiens aussi. Oui. C'était important de faire le mois de l'histoire des Noirs en Afrique pour plusieurs raisons. Le réseau international des jeunes leaders francophones que j'ai créé l'année dernière, en 2017 plutôt, je me suis rendu compte que dans ces 18 pays francophones en question, je discute avec les jeunes, mais ils ne savent même pas situer la Guadeloupe.
Mais au-delà de ça, ils connaissent pas notre histoire commune et souvent ils ne savent pas où se trouve le Cameroun par rapport à des pays environnants. C'est dramatique. À Africa Mundo, on reçoit énormément de personnes et effectivement, on a toujours des espèces de jeux pédagogiques que nous faisons comme ça, où on se rend compte que beaucoup d'Africains ne connaissent pas eux-mêmes notre culture et donc il y a un manque d'intérêt. Pourquoi? Connaître notre histoire, c'est important. Oui. Et en tant qu'afro-descendante, je pense que c'est noble ce que nous faisons. Ce n'est pas pour que nous puissions dire que les nègres ont vendu les nègres, etc. C'est vraiment dans un contexte actuel. Oui. L'apport économique du continent africain et des afro-descendants dans l'économie mondiale. Mais à côté de ça, il y a tout un point historique, pédagogique, éducatif, évidemment. Et donc, comment nous faisons cela? Nous avons créé des tables rondes dans 10 pays, les 10 premiers pays participants. Oui. Donc, chaque pays a sa table ronde du mois de l'histoire des Noirs. Et on a créé aussi, avec ces 10 pays en question, la Fédération panafricaine des tables rondes du mois de l'histoire des Noirs. Donc, ça prend une ampleur... encore une fois, extraordinaire, c'est galvanisant, l'intérêt. 80, on a créé des groupes WhatsApp et la plupart des personnes qui rentrent dans ces groupes-là ne connaissaient pas l'existence du mois de l'histoire des Noirs. Et on parle du mois de l'histoire des Noirs, on sait comment ça a été créé aux États-Unis, mais là on va parler du mois de l'histoire des Noirs d'Afrique, voilà, et des afro-descendants. Parce que c'est pas la même histoire, hein, les Noirs américains. Non, du tout. Mélina, tu as plusieurs cordes à ton arc. Oui. Quels ont été tes bons coups? Durant tous tes bons coups, durant toutes ces années. Je sais pas, c'est d'autres qui pourront témoigner. Je suis contente de ce que je fais. Oui. Je suis vraiment très contente de ce que je fais. Je suis arrivée ici, je fais de la peinture depuis. Oui. Voilà, je peins. J'ai écrit ici mon 3e livre. Oui. J'ai mes filles dont je suis très fière. Vraiment, je suis contente de... Si demain je devais partir, je pourrais dire vraiment que j'ai fait. Voilà, j'ai pas tout bien fait, c'est sûr. Oui. J'ai commis des erreurs, j'en commettrai certainement encore, mais j'ai été utile, je crois. Tout à fait. Voilà. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Parce que c'est sûr qu'avec plein de projets comme ça, il doit y avoir des difficultés, il me semble. Bien sûr. Alors, on a plusieurs, dans notre propre communauté, on a plusieurs, effectivement, défis à relever. Oui. Le fait de faire ensemble. Oui. On ne sait pas encore faire ça. On voit toujours l'autre comme celui à abattre, celui ou celle à abattre. Et on a du mal effectivement à faire ensemble. Et ça manque dans notre communauté en tout cas, donc c'est une bataille permanente. Ensuite, le défi, c'est toujours les moyens aussi financiers pour pouvoir arriver à atteindre ces objectifs, parce qu'on a beaucoup d'ambition, moi j'en ai en tout cas, pas à titre personnel, mais vraiment à titre collectif pour la plupart du temps. Et le défi majeur, c'est comment effectivement financer nos projets. Donc je profite de Copac Media pour lancer un appel pour dire que le mois de l'histoire des Noirs, nous allons, toutes les entreprises là, qui investissent en Afrique, que ces entreprises-là peuvent se rapprocher d'Africa Mundo pour que nous puissions voir ce que nous pouvons faire ensemble. Parfait. Et je pense que le message est passé. Merci. On a embrayé sur le vivre ensemble sans le vouloir. Oui. Mais je vais quand même te poser la question. Oui. Pour toi, c'est quoi le vivre ensemble? Le vivre ensemble, c'est vivre l'un avec l'autre. C'est pas vivre l'un à côté de l'autre. Oui. Je crois que je l'ai déjà dit. Oui. C'est respecter l'autre dans toute sa diversité, dans ses compétences, dans sa façon de voir et d'appréhender la vie aussi. Et donc, vivre ensemble, c'est pas se perdre dans l'autre. Oui. Vivre ensemble, quand on parle de diversité, moi il y a quelque chose qui me gêne un peu au Québec, c'est quand on parle de diversité, on a l'impression qu'il faut épouser tout le Québec avec tout ce que ça a et perdre sa propre identité. Oui. Moi c'est pas ça le vivre ensemble, c'est pas ça la diversité. Et la diversité c'est s'accepter, c'est accepter l'Africain, c'est accepter l'étranger, c'est affecter celui qui vient, qui accepte de venir ici et choisir Québec par exemple puisque nous y sommes comme sa terre d'accueil. Mais on peut pas demander à l'étranger au nom de la diversité, au nom du vivre ensemble de perdre ce qu'il est.
à fait. Voilà, moi je suis guadeloupéenne, je le revendique. Je revendique aussi mon africanité. Oui. On ne peut pas me demander, au nom du vivre ensemble, de balayer tout ça et de manger que de la poutine. Tout à fait. Merci Mélina. Merci. L'entrevue tire à sa fin. Déjà? Mais déjà. Est-ce que tu aurais un message, quelque chose que tu voudrais dire à la population ici, en Afrique et en Guadeloupe? Merci beaucoup, Rosine, de me donner cette opportunité. Je dis merci parce qu'il faut avoir de la gratitude et ça vient vraiment du fond du cœur. Ici, j'ai créé une seconde famille et ça me fait hyper plaisir, toutes les personnes chaleureuses, dynamiques, entreprenantes que j'ai pu rencontrer. Et toute rencontre est importante, même si certaines nous sont désagréables. Ça nous appelle à nous recentrer sur nous-mêmes et on a toujours quelque chose à apprendre de la vie. Donc ce que je veux dire particulièrement aux femmes, c'est de continuer de croire en elles, ou en tout cas si elles ont ce manque de confiance, de prendre confiance, puisque l'avenir nous appartient, tout comme l'avenir appartient aussi à la jeunesse, à toutes les générations, pour que nous puissions mieux vivre ensemble dans cette culture multiforme que nous vivons aujourd'hui au Québec et ailleurs. À tous ceux qui nous regardent depuis l'Afrique, c'est de vous dire de croire en vous et que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est pas parce que nous sommes ici, nous avons aussi nos propres galères, croyez-nous. Et vous avez un continent qui est extraordinaire. Nous avons un continent qui est extraordinaire. On a à continuer de le bâtir, de le faire grandir, de le développer ensemble. Et nous allons pouvoir le faire avec les Caribéens, les Guadeloupéens qui le souhaitent pour le mois de l'histoire des Noirs en février 2020. En Afrique, précisément. Merci infiniment. Merci Mélina. C'était Mélina Semou, Africa Mondo, une femme inspirante, une femme généreuse, une femme pleine d'énergie, au micro de Copark Media dans le cadre de l'émission En Solo. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Continuez à nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Bye bye.